Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Ravi d'être avec vous ce matin. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de ces enseignements via Canal 2, nous allons travailler sur l'épreuve de philosophie en classe de première à 4. Et vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2 ans, au Cameroun, l'État a décidé de ramener la philosophie en classe de seconde. Et vous qui êtes en première aujourd'hui, vous êtes appelés en fin d'année, c'est-à-dire sans doute lorsque l'école va reprendre et que le calendrier des examens sera réajusté, vous serez soumis à une évaluation certificative. Et toutes les épreuves auxquelles vous aurez effectivement à subir dans le cadre de votre examen, il y aura sans doute l'épreuve de philosophie. Et ce matin, nous allons effectivement travailler sur la nomenclature et comment se comporter face à une épreuve de philosophie pour l'examen de probatoire série littéraire. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que contrairement aux aînés qui sont en classe de terminale où l'épreuve est structurée avec 3 sujets, un sujet de dissertation de type question, un sujet de dissertation de type citation, c'est-à-dire une citation qui a été remise sous la forme interrogative où l'apprenant est appelé à examiner la citation en question et pouvoir résoudre le problème qui est sous-jacent. Et le dernier sujet pour les classes de terminale, c'est le commentaire philosophie de texte. Voilà la structure pour les aînés. Mais vous qui êtes en classe de première, la nomenclature change. Et ici, puisque vous êtes concernés par l'approche pédagogique, par les compétences, l'État a choisi un canevas, ou alors l'inspection nationale a choisi un canevas à partir duquel vous serez évalué. Et ce matin, j'aimerais travailler avec vous dans le cadre de ce canevas pour que vous compreniez, pour que vous soyez préparés, afin que le jour de l'examen, vous sachiez à quoi vous en tenir. Effectivement, que vous sachiez comment vous comporter face à l'épreuve de philosophie. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que cette épreuve de philosophie de série littéraire niveau première a 3 exercices fondamentaux. Je dis bien, vous aurez à faire 3 exercices fondamentaux qui reposent sur 2 grandes parties. La première partie qu'on appellera la vérification des ressources. C'est quoi la vérification des ressources? Et l'apprenant doit être très attentif. Je voudrais qu'on observe ensemble cette épreuve que j'ai proposée pour que vous voyez un peu le schéma. Donc, sur cette épreuve, vous observez avec moi que la partie A est intitulée la vérification des ressources, qui est notée. Cette vérification des ressources est notée sur 9 points, comme on peut observer. Et cette vérification des ressources repose également sur 2 exercices. Le premier exercice, vous êtes appelé effectivement à faire montre d'un certain nombre de compétences et justement à partir de cet exercice, on vérifie vos savoirs. Comment procède-t-on? Il s'agit entre autres dans l'exercice 1 de définir des concepts et de trouver des citations qui intègrent les concepts en question. Observons l'épreuve comme je disais. Dans cette épreuve, l'exercice 1, c'est-à-dire que la partie portant sur la vérification des savoirs, demande de définir les concepts ci-après et de proposer une citation correspondant à chacun d'eux en prenant le soin de préciser l'auteur de chaque citation. Je voudrais attirer votre attention. Il ne s'agit nullement pas simplement de définir les concepts, mais après avoir défini l'un des 2 concepts, parce que vous êtes appelé à définir les 2, mais après chacune des définitions, vous devez proposer une citation dans laquelle on retrouve le concept que vous avez défini. Dans le cas d'espèce, vous allez remarquer avec moi qu'ici,
Le premier concept à définir, c'est celui de l'ethnophilosophie. Et le second concept, c'est celui du conscientisme. Chaque définition est notée sur un point. Donc, vous avez la définition de l'ethnophilosophie. Si elle est juste, vous gagnez un point. Vous avez la définition du conscientisme. Si elle est correcte également, vous gagnez un point. Je voudrais rappeler que c'est à titre illustratif. Il ne faudrait pas que l'apprenant qui nous suit ce matin reste avec ou garde présent à l'esprit qu'il aura à définir nécessairement lors de l'épreuve de philosophie à l'examen de probatoire le concept d'ethnophilosophie. Non, je vous montre simplement comment est structurée l'épreuve. Donc ça peut ne pas être l'ethnophilosophie, ça peut être l'État, ça peut être le développement, etc. Donc toujours est-il que dans cette première partie, notamment au niveau de l'exercice 1, vous êtes appelé à définir deux concepts. Et ces concepts doivent être rattachés à une des notions de votre programme. Donc, je disais tantôt qu'ici, nous avons affaire à deux concepts, ethnophilosophie et le concept de conscientisme. Comment procéder? Lorsque vous avez défini les concepts, à la suite de chaque concept défini, vous proposez une citation dans laquelle on retrouve le concept défini. Attention, il s'agira ici de faire une précision fondamentale. Vous êtes appelé à proposer une citation d'un auteur africain ou d'un africaniste qui justement évoque une pensée ou une idée dans laquelle on retrouve le concept que vous avez défini. Donc, ça c'est le premier exercice auquel vous serez soumis. C'est obligatoire. À l'épreuve de philosophie au niveau premier, il n'y a rien au choix. Toutes les parties sont obligatoires. Donc, tous les exercices présents sur l'épreuve, vous devez effectivement ou impérativement les traiter. Il n'y a pas de choix possible. Donc, après avoir défini les concepts, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2, ici, il s'agit effectivement de vérifier votre savoir-faire. Le professeur, effectivement, a dispensé un ensemble de leçons en classe qui visent à développer vos aptitudes, vos compétences. Et ces compétences ou alors ces connaissances acquises, ces savoirs construits doivent vous être utiles dans votre manière de faire au quotidien. Il faudrait rappeler que l'approche par les compétences qui tire son origine, qui tire sa source de la maïeutique socratique, vise effectivement à mettre l'apprenant au cœur, au centre de l'enseignement, de manière à le rendre plus apte, qu'il soit capable par lui-même de rechercher les compétences ou les connaissances qui puissent l'être utiles dans sa vie de tous les jours. Donc, ici, au second exercice, je disais tantôt qu'il s'agit de vérifier le savoir-faire de l'apprenant. Nous avons précisé que l'enseignant, qui n'est qu'un facilitateur dans le cadre des leçons, vous êtes effectivement à construire des savoirs, lesquels savoirs doivent vous être utiles dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous comporter. C'est-à-dire, il s'agit, entre autres, de vous approprier de ces connaissances afin qu'elles puissent vous être utiles dans votre façon de vous comporter au quotidien. Donc, la philosophie retrouve un versant pratique. Ici, donc, dans le cas d'espèce, puisque chez les élèves de classe de terminale qui finissent effectivement avec l'approche par objectif, il y a en dissertation un niveau barème qu'on appelle la connaissance des auteurs. Et cette connaissance des auteurs est notée sur 4 points. Chez vous, les élèves de classe de première, cette connaissance des auteurs est effectivement mise à contribution ici dans l'exercice 2. L'exercice 2, je disais tantôt, la vérification des savoir-faire, on vous proposera une citation, mais ce qui est important de préciser ici, c'est le fait que cette citation, effectivement, sera proposée de manière à ce que vous, à partir d'un ensemble de concepts mis entre parenthèses et dont l'ordre a été forcément chamboulé, bouleversé, vous devez vous servir de ces concepts pour remplacer les trous. On appelle cela l'exercice à trous. Donc, vous devez d'abord connaître l'auteur. Vous devez connaître la citation de l'auteur pour pouvoir effectivement la reconstruire. Parce que la citation, elle ne vous est pas proposée intégralement. Du moins, c'est une citation
qui vous est proposé, mais on a pris le soin d'enlever les concepts et de les chambouler. Votre travail consistera à reconstruire la pensée de l'auteur à partir des éléments mis en parenthèse. Cela suppose que si vous n'êtes pas outillé du point de vue de la connaissance des auteurs, du point de vue d'un certain nombre de connaissances ou de votre propre culture philosophique, vous aurez du mal à reconstruire cette idée ou alors cette déclaration, cette affirmation généralement appelée citation. Donc, cet exercice met à contribution la culture philosophique de l'apprenant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on libelle cet exercice comme suit. Soit la citation ci-après, en t'inspirant de ta connaissance des auteurs, en t'inspirant de ta connaissance des auteurs et des éléments en parenthèse. J'insiste là-dessus, la connaissance des auteurs. Parce que si vous ne connaissez pas l'auteur de la citation, il vous sera difficile, il sera ardu de la reconstituer. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a expressément enlevé les éléments et on vous demande de compléter les éléments manquants. Ces éléments manquants sont les éléments qui ont été mis en parenthèse, mais qui ont été chamboulés, dont l'ordre n'est pas respecté. C'est à vous donc, au regard de votre compétence, au regard de votre connaissance, au regard de vos savoirs, au regard surtout de votre culture philosophique, de reconstituer la citation de l'auteur. C'est un travail capital. Et cet exercice à trous est noté sur 5 points. Ça veut dire que cette citation, en réalité, effectivement, qui a été expressément déconstruite avec des trous, vous devez remplacer 5 éléments, ou alors vous devez compléter, pour parler plus simple, vous devez compléter les 5 éléments manquants de façon à ce que la citation soit compréhensible et qu'elle soit citée ou qu'elle soit intégrale, qu'on puisse la reconnaître telle que l'auteur l'a effectivement déclaré. Donc, cet exercice peut également, on verra dans la seconde phase, peut être remplacé par un autre. Cet autre consiste justement à mettre d'un côté, un peu comme en anglais, que vous appelez colonne A, colonne B. Donc, d'un côté, on mettra ou on vous proposera des auteurs et d'un autre, on vous proposera des citations. Le travail consistera forcément dans ce cadre-là, effectivement, de relier les citations. Mais pour éviter, parce qu'on ne travaillera pas sur l'épreuve, donc sur votre épreuve, c'est-à-dire que sur votre copie de l'examen, si d'aventure, au lieu de l'exercice à trous, on vous a proposé ces formes d'exercice où on a 2 colonnes, la colonne A où effectivement on cite les auteurs et la colonne B où on a cité des pensées, ou ce que vous appelez généralement des citations, vous devez faire correspondre à chacune des pensées l'auteur de la citation en question. Donc, les 2 exercices ne se donnent pas en même temps. Vous aurez soit l'exercice à trous, soit alors cette forme d'exercice que je viens d'expliquer qui vous recommande de faire correspondre la pensée à l'auteur en question. Donc voilà, chers apprenants, les exercices qui meublent la première partie de votre épreuve, qui est notée sur 9 points. Je rappelle que l'exercice qui porte sur la vérification des savoirs, cet exercice est noté sur 4 points parce que vous êtes appelé à définir 2 concepts et chaque concept, la définition est notée sur 1 point. Et à la suite de chaque concept défini, vous devez proposer une citation d'un Africain ou d'un africaniste. Et cette citation doit impérativement comporter le concept défini préalablement. Donc, et si d'aventure votre citation elle est juste, vous allez effectivement glaner 1 point pour chaque définition correcte ou appropriée. Donc, voilà 4 points qu'on peut facilement glaner lorsque nous sommes confrontés à une épreuve de philosophie au niveau des classes premières séries littéraires. Maintenant, le deuxième exercice qui vaut 5 points, c'est également 5 points gratuits. Si d'aventure vous avez une connaissance assez
large, si vous avez une culture philosophique assez dense, si vous êtes apte à manier les auteurs, à citer fidèlement la pensée des auteurs, là, on vous proposera, comme je l'ai dit, soit la pensée d'un auteur qu'on a expressément enlevé des concepts et on les a mis entre parenthèses dans un ordre qu'on a forcément chamboulé, et vous serez appelé à utiliser ces concepts pour remplacer les trous présents dans la citation en question. Ou alors, ai-je dit, on pourra vous donner deux colonnes, une colonne dans laquelle on retrouve les auteurs bien connus de l'histoire de la philosophie, en l'occurrence les auteurs africains, et d'un autre côté, on vous donnera des citations et il s'agira de faire correspondre à chaque pensée l'auteur qui est effectivement le propriétaire de la citation ou de la déclaration. Bien, c'est là la première partie qui est notée sur 9 points et chaque apprenant peut, en fonction de sa culture, en fonction de ses moyens, en fonction de son savoir, en fonction de son aptitude, glaner soit 9 sur 9 ou alors 8 sur 9. L'idéal, c'est d'avoir 9 sur 9 et vous êtes capable de glaner ces 9 points parce que c'est un exercice où ces exercices sont à votre portée. Ces exercices sont assez faciles, entre guillemets, pour celui qui, effectivement, a bien suivi les cours, a bien suivi les enseignements et a participé à la construction des savoirs en classe lorsque le professeur était appelé ou le professeur a forcément construit une leçon en classe avec vous. Maintenant, la deuxième grande partie, c'est la vérification de l'agir compétent. Attention, l'épreuve de philosophie niveau première ne dure que 3 heures pour un coefficient 3. Comporte, ai-je dit au départ, 3 exercices fondamentaux. Nous avons vu les 2 premiers exercices. Maintenant, le dernier, qui est effectivement est l'exercice de l'agir compétent. Il s'agit ici effectivement d'évaluer la compétence de l'apprenant, de mettre à contribution son esprit d'analyse, son esprit de discernement, son esprit critique, et de voir si ce dernier maîtrise les outils ou alors maîtrise la démarche qui est celle qui est appropriée dans le cadre d'une dissertation philosophique ou alors dans le cadre d'un commentaire philosophique de texte. Et donc, dans cette deuxième partie, on vous proposera, attention, j'invite tous les apprenants à être attentifs ici. On vous proposera soit un sujet de dissertation, comme vous pouvez, dans le cadre de cette épreuve, c'est la dissertation, j'aurais aimé vous proposer également un commentaire, mais on ne peut pas proposer les deux sur une épreuve. Donc, soit un sujet de dissertation, soit un sujet de commentaire. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude de dire que j'aime le commentaire et pas la dissertation, vous aurez des problèmes à l'examen de probatoire. Donc, il est vivement conseillé aux apprenants d'être outillés les 2 méthodologies. Vous devez maîtriser aussi bien la dissertation que le commentaire philosophique de texte. Dans le cadre de notre travail ce matin, nous avons choisi pour cette deuxième partie de proposer cette épreuve, le sujet de dissertation. Il est libellé comme suit. Et là, nous allons remarquer que c'est un sujet de type question. Donc, le sujet est libellé comme suit. Peut-on fonder le droit sur la force? Et si au niveau terminal, les élèves n'étaient pas accompagnés avec un ensemble d'éléments qu'on appellerait la consigne, pour vous, les élèves de classe de première, une consigne vous indique le travail à faire. Vous allez remarquer ici que la consigne précise ceci. Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les tâches ci-après. Donc vous êtes contraint, je dis bien vous êtes contraint d'effectuer les tâches ci-après. La première tâche, rédige une introduction dans laquelle, après avoir amené le sujet, tu poses le problème philosophique dont il est question et tu élabores la problématique subséquente. Cette démarche était distincte de celle qu'on observe ou alors celle à laquelle on est contraint d'utiliser pour les élèves de classe de terminale. En classe de terminale, si nous étions à l'examen de baccalauréat, on aurait simplement posé le sujet comme vous l'observez là. On aurait simplement dit sujet.
peut-on fonder le droit sur la force? Point d'interrogation et c'est terminé. Or, au niveau primaire, pour éviter que vous faites de la digression, on vous indique les tâches. Un élève intelligent comprendra très vite que son introduction aura 3 parties, ce que j'appelle communément la loi des 3 P. Il y aura un préambule, il y aura un problème et une problématique. Donc, voilà les 3 éléments qui meublent votre introduction. Assurez-vous que vous avez rédigé une introduction qui obéit à ces 3 éléments-là. Donc, on doit forcément, on doit impérativement retrouver dans votre introduction ce que j'ai appelé le préambule, que vous appellerez en termes littéraires, c'est-à-dire la dissertation littéraire, amener le sujet, ensuite poser le problème, et enfin formuler la problématique qui en philosophie tient lieu d'annonce de plan. Maintenant, la deuxième tâche, qui est capitale également, c'est les formuler comme suit. À partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une analyse dialectique. Je m'arrête là. Élabore une analyse dialectique. Cela suppose que l'apprenant doit garder présent à l'esprit que son sujet ne peut être abordé que sous un angle dialectique. Et évidemment, quand on parle de dialectique, on parle d'une thèse qui appelle une antithèse et qui se solde par une synthèse. C'est la synthèse dans laquelle on trouvera la solution au problème. Donc, une analyse dialectique du problème soulevé dans ton introduction. Et je vais vous donner quelques consignes, quelques recommandations pour que vous ne soyez pas égarés. Ayez toujours présent à l'esprit que la dissertation philosophique est un procès. Chaque fois que vous êtes appelé à disserter, dites-vous bien que vous êtes dans un procès. Et c'est quoi un procès? La dissertation philosophique est un procès, pourquoi? Parce que le procès met en exergue un chef d'accusation. Le chef d'accusation en philosophie, c'est-à-dire dans la dissertation, c'est le problème. Et ensuite, il y a un accusateur. L'accusateur, c'est la thèse. Il y a un accusé. L'accusé, c'est l'antithèse. Et enfin, il y a un juge. Et dans le cadre de la dissertation philosophique, le juge n'est rien d'autre que vous, apprenant, qui est chargé de dire le vrai, de restaurer la vérité, d'apporter une solution objective qui puisse réconcilier ou alors dépasser la contradiction et apporter une solution qui se veut une solution objective, rationnelle, qui s'inscrit dans le cadre du dépassement de la contradiction, c'est-à-dire de l'opposition d'idées entre la thèse et l'antithèse. Et enfin, la troisième tâche, c'est de rédiger une conclusion dans laquelle, après avoir rappelé le problème, c'est capital, rappeler le problème et dresser brièvement le bilan. En conclusion, on n'ajoute aucun élément nouveau. On vous demande simplement de faire un bilan ramassé de votre développement. Et on insiste là-dessus. Tu proposes une solution personnelle et contextualisée du dit problème. Voilà en quelque sorte, chers élèves, chers apprenants, la nomenclature de l'épreuve de philosophie à l'examen de probatoire ESG, série A4. Donc, effectivement, nous revenons après une petite pause pour un cas pratique. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bien, chers apprenants, nous allons effectivement résumer ce que nous venons de présenter tout à l'heure. Je vous invite à suivre avec moi les éléments qui passent à l'écran pour mieux intégrer ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Je vais insister ici sur ce qui est important de savoir avant d'aborder l'épreuve de philosophie au probatoire série littéraire. Ce que vous devez savoir, chers apprenants, c'est que chacun de vous doit avoir présent à l'esprit que l'épreuve de philosophie comporte 2 parties obligatoires. Nous venons d'expliquer cela. La première partie vise à mettre à contribution le savoir et le savoir-faire de chacun de vous. Il s'agira à travers 2 exercices bien distincts de vérifier la capacité de chacun de vous
à définir de façon claire et distincte les concepts tirés des notions au programme. Évidemment, là, une précision importante. Lesquels concepts doivent exclusivement traiter des thématiques africaines. Je viens d'évoquer ça tout à l'heure. Et de proposer une citation d'un auteur africain ou africaniste qui met en exergue les 10 concepts. On verra tout à l'heure dans le cadre de l'exercice pratique. Je dis, la citation doit être celle d'un auteur africain ou africaniste qui met en exergue le concept que vous avez défini. Puis, dans un second exercice, il s'agira pour vous de reconstruire la pensée d'un auteur à travers l'exercice à trous, ce que je viens de voir tout à l'heure, vous viens de montrer tout à l'heure, ou encore de pouvoir faire correspondre à chaque auteur sa pensée. De pouvoir faire correspondre à chaque auteur sa pensée. La première proposition, la vérification des savoir-faire. Là, vous avez une citation de Boussi Boulaga. Et il s'agira pour vous de compléter à partir des éléments qui sont mis entre parenthèses. J'entends par là armes, bienveillance, rhétorique, ethnophilosophie, plaidoirie. Vous vous servirez de ces concepts pour remplacer les éléments, ou alors pour compléter les éléments manquants de la citation qui vous a été proposée. Je rappelle qu'on ne proposera pas les deux exercices, on proposera soit l'un, soit l'autre. Donc, la deuxième proposition, c'est, comme vous observez à l'écran, la partie A, Martien Toa, Ebenezer John Moeller, Paulin Otondi, Basile Julia Fouda, Flubert Sassou Atisso, tous auteurs africains. Et d'un autre côté, nous avons les citations. Le travail qui sera le vôtre consistera sans doute à faire correspondre. C'est-à-dire que pour un élève, par exemple, je vais prendre un cas de figure, si je suis appelé à traiter cet exercice, je vois Martien Toa. Quelle est la citation, effectivement, qui est celle de Martien Toa à la partie B? La philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges? Non. Je vois déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosopher. Effectivement, cette déclaration est de Martien Toa dans Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, œuvre au programme de classe du terminal. Donc, pour un élève qui est appelé à traiter cet exercice, il mettra simplement 1-D. Donc, voilà comment vous êtes appelé à traiter cet exercice. 1-D. Ou alors, ça c'est la première option, ou alors simplement de recopier la citation, déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosopher, et de compléter à la fin le nom de l'auteur. Bien. La deuxième partie, on va observer toujours à l'écran, la deuxième partie vise à évaluer l'agir compétent. La deuxième partie vise à évaluer l'agir compétent de l'apprenant. Il s'agira à travers soit un sujet de dissertation philosophique, soit un texte de commentaire philosophique conforme au programme. Conforme au programme, pourquoi? Parce que le texte qu'on vous proposera à commenter doit être en rapport avec une notion qui, effectivement, est inscrite au programme de philosophie, niveau première. D'évaluer la capacité de l'apprenant à examiner de façon rigoureuse, rationnelle et convaincante un problème sous-jacent à un sujet donné, afin de proposer une solution éventuelle. Ça, nous sommes dans le cas de sujet de dissertation. Ça, c'est la démarche qui doit être appropriée, la démarche qui est recommandée si d'aventure la deuxième partie de l'épreuve est sanctionnée par un sujet de dissertation. Maintenant, soit d'analyser, expliquer, évaluer et préciser les enseignements véhiculés par la pensée d'un auteur classique ou bien connu de l'histoire de la philosophie. Là, si d'aventure le sujet ou votre épreuve a à la fin un commentaire, vous êtes appelé effectivement à procéder comme vous observez au petit écran. Donc, nous allons faire une précision capitale. Notez bien, je vous invite à lire avec moi. Cette deuxième partie portera uniquement, je précise encore, cette deuxième partie portera uniquement soit sur un sujet de dissertation, soit un texte de commentaire en rapport avec une notion au programme. À cet effet, l'apprenant doit impérativement être outillé sur les deux méthodologies au risque d'être rattrapé par sa négligence ou son désir de préférer tel exercice par rapport à tel autre. Nous savons qu'il est habituel ou il est coutume d'entendre les élèves dire « j'aime plus la dissertation que le commentaire » ou alors que le commentaire donne plus de points. Je voudrais rappeler que vous n'aurez pas de choix ici.
vous aurez soit l'exercice de commentaire ou alors soit un sujet de dissertation qui peut être une dissertation sur la forme interrogative ou alors une dissertation qui est libellée à partir d'une citation qui a été également remise sous forme de question. Donc, je disais, au risque d'être rattrapé par la négligence ou son désir de préférer tel exercice par rapport à tel autre, compte tenu de la durée de l'épreuve, il est important de traiter le sujet proposé avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de rigueur et de précision. Éviter au maximum les digressions. Aller à l'essentiel, se laisser guider par son esprit d'analyse, de discernement et de jugement afin de produire un devoir qui soit à la hauteur des attentes de l'examinateur. Donc, au niveau primaire, vous devez être le plus précis, le plus concis. Vous devez dire les choses de manière, comment dirais-je, simple. Vous devez aller droit à l'essentiel. Éviter la digression, éviter le développement inutile. Donc, puisque vous avez affaire à une dissertation en bonne et due forme, et toute cette épreuve ne dure que 3 heures. Nous allons donc passer, chers apprenants, à la phase pratique pour que vous observez avec moi effectivement comment on est appelé à résoudre ou alors à répondre aux questions d'une épreuve de philosophie probatoire de l'enseignement général série A4. Nous avons présenté l'épreuve tout à l'heure. Nous revenons à la partie A qui est celle de la vérification des ressources. L'apprenant est appelé à consigner sur sa copie. Petit 1, donc A1, vérification des savoirs. Je définis les concepts ci-après et je propose une citation correspondant à chacun d'eux, en prenant le soin de préciser l'auteur de chaque citation. Allez, sur l'épreuve tout à l'heure, nous avons 2 concepts à définir, ethnophilosophie et conscientisme. Pour le premier concept, nous proposons une définition. C'est une définition parmi tant d'autres. Attention, n'allez pas imaginer que c'est la seule définition de l'ethnophilosophie. Donc, votre professeur en classe a sans doute proposé une définition. Vous allez voir que, quelles que soient les définitions proposées, il y a des traits communs, il y a des éléments qu'on retrouvera dans ma définition, qu'on retrouvera dans la définition d'un tel ou d'un tel autre. Par ethnophilosophie, il faut entendre la première tendance de la philosophie africaine. C'est la première tendance de la philosophie africaine qui soutient que philosopher consiste exclusivement, j'insiste là-dessus, exclusivement, c'est très important ce concept, exclusivement à interpréter les mythes, les us, les contes, les proverbes de la culture africaine et de les prendre pour de la philosophie africaine. Il faut ajouter ce concept, pour de la philosophie africaine et non pas pour de la philosophie tout simplement. Mais les ethnophilosophes avec surtout le désir de montrer qu'il y a une manière propre de philosopher à l'africain. Donc c'est pour ça qu'on parle de philosophie africaine. Donc ils interprètent les mythes, les contes, les us, les proverbes et les brandissent comme étant de la philosophie africaine. Après avoir défini le concept, chers apprenants, chers amis, vous devez proposer une citation dans laquelle on retrouve le concept défini. Dans le cas d'espèce, nous avons pensé au très grand philosophe camerounais qui est un très grand critique de l'ethnophilosophie de Placide Temple. Nous avons pensé à Marcien Toa à travers la déclaration ci-après. L'ethnophilosophie apparaît à la philosophie comme une théologie qui ne veut pas dire son nom. Vous voyez, j'ai pris le soin de souligner le concept ethnophilosophie. Parce qu'on vous demande de donner une citation dans laquelle, surtout d'un auteur africain, chers apprenants, chers élèves, on vous demande de proposer une citation d'un auteur africain ou africaniste, une citation dans laquelle on retrouve le concept que vous venez de définir. Donc ici, Marcien Toa était l'auteur choisi. On peut bien utiliser autres, Utondi, Eboussi Boulaga. Il y a bien d'autres auteurs qui ont déclaré, qui ont affirmé que l'ethnophilosophie n'était pas une philosophie au sens sérieux. Bien, le deuxième concept, c'est le concept du conscientisme. Le conscientisme de Kwame Nkrumah, qui est une doctrine philosophique très bien connue, on peut définir le conscientisme comme une théorie qui promeut la libération, la rédemption et le salut de l'Afrique. La philosophie du docteur Kwame Nkrumah était surtout une philosophie qui visait à redonner à l'Afrique son autonomie, qui visait surtout de fournir à l'Afrique les armes
grâce auquel elle pourra reconquérir sa dignité, son autonomie et sa souveraineté. C'est donc pour cela que le conscientisme est défini comme une théorie qui promeut, qui promeut la libération, la rédemption et surtout le salut de l'Afrique. C'est également une philosophie d'éveil, l'éveil de conscience dont le dessein est d'amener les Africains à prendre en main leur destin, de ne plus être sous le joug de la colonisation. Donc c'est une philosophie qui voudrait que les Africains se prennent en charge, qu'ils assument leur propre existence et qu'ils soient capables d'avoir une certaine autonomie politique. Donc d'après le docteur Kwame Nkrumah, il s'agit de proposer à l'Afrique une philosophie qui puisse être une âme à usage social grâce à laquelle elle pourra reconquérir sa liberté et son autonomie. La citation donc, que nous proposons ici est évidemment celle de Kwame Nkrumah. Ici, nous avons proposé la philosophie appelée conscientisme. La philosophie appelée conscientisme est celle qui, partant de l'état actuel de la conscience, est celle qui, partant de l'état actuel de la conscience africaine, indique par quelle voie le progrès sera tiré du conflit qui agite actuellement notre conscience. Vous voyez donc que nous avons proposé une citation du docteur Kwame Nkrumah qui cadre avec le concept à définir. Donc nous venons de donner une citation de Kwame Nkrumah dans laquelle on retrouve le concept conscientisme. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 2, la vérification des savoir-faire. Et sur cette épreuve, nous avons observé que l'exercice qui nous a été proposé, l'exercice auquel nous sommes soumis, c'est l'exercice à trous. Et la citation est celle d'Ebou Siboulaga. Nous avons 5 trous, et avec les 5 concepts mis entre parenthèses. Nous allons nous servir de ces concepts pour remplacer, comme vous voyez à l'écran, pour remplacer les trous. Nous avons le premier concept, âme. Nous avons le second concept, bienveillance. Nous avons le troisième concept, rhétorique. Nous avons le quatrième, ethnophilosophie. Et le cinquième concept, plaidoirie. Il s'agissait simplement pour l'apprenant de remplacer ou de reconstituer la pensée de Ebou Siboulaga à travers les concepts qui lui ont été proposés entre parenthèses. Et là, le petit écran vous propose l'élément de réponse. L'ethnophilosophie, c'est le premier concept qu'il fallait mettre, se présente comme une plaidoirie. Son âme, dont l'âme, c'est le troisième concept, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est le quatrième concept qu'il fallait mettre dans l'ordre pour retrouver la citation intégrale, pour qu'on puisse citer fidèlement Ebou Siboulaga. Son but, c'est de faire appel à la bienveillance du maître pour se faire reconnaître de lui. Donc, ces 5 éléments mis dans l'ordre tel que la citation a été formulée originellement vous permet de glaner 5 points. Et là, effectivement, pour un élève qui est assez outillé, il a déjà 9 points sur 9. Nous allons passer donc très rapidement à la partie B, qui est la vérification de l'agir compétent. Et là, nous sommes soumis à l'exercice ou au sujet de type question. Le sujet est libellé comme suit, est formulé comme suit. Peut-on fonder le droit sur la force? Peut-on fonder le droit sur la force? Petite précision, à ce niveau, il faudrait rappeler que nous avons dit plus haut qu'il y a 3 tâches fondamentales, ces tâches lesquelles doivent guider votre travail. La première tâche parle de l'introduction, la seconde, le développement et la dernière, la conclusion, effectivement. Allons-y, nous allons voir proposition de correction. C'est une proposition de correction. Elle ne reste qu'une proposition. Vous pouvez aborder le sujet avec d'autres idées qui ne se retrouvent forcément pas dans le corrigé qui vous est proposé ce matin. Toujours est-il que vous devez rester dans l'esprit du sujet et traiter le problème sous-jacent au sujet. Je m'en vais rapidement faire quelques précisions. Lorsque vous avez un sujet de type question, la première chose à faire, c'est de ramener la question sur la forme affirmative. Si j'annule l'interrogation ici, il va me rester quoi? Il va me rester « on peut fonder le droit sur la force ». C'est-à-dire, voilà la déclaration de départ qui a fait l'objet de quoi? De l'interrogation. Nous sommes dans le travail de dissertation philosophique qui est effectivement la partie qui vise à vérifier l'agir compétent de l'apprenant. Le sujet, je le rappelle, peut-on fonder le droit sur la force? Peut-on
fonder le droit sur la force. La première chose à faire avant d'entrer dans le travail d'analyse et de compréhension du sujet, comme vous allez vous observer à l'écran, la première chose à faire, chers apprenants, c'est de ramener le sujet sur la forme affirmative. Dans le cas d'espèce, le sujet vous est proposé sur la forme interrogative. Ramenez toujours cette interrogation sous la forme affirmative déclarative. Si nous annulons l'interrogation, il nous reste « on peut fonder le droit sur la force ». Et c'est donc cette déclaration qui a fait l'objet de l'interrogation. Quand vous l'avez déjà, vous avez déjà une idée de votre thèse. Donc la thèse, plus loin, on verra que le droit aura pour fondement, ou le droit peut avoir pour fondement la force. On y reviendra. Donc, le premier travail qui se fait au brouillon, s'il vous plaît, c'est le travail d'analyse et de compréhension du sujet. À cette étape, nous sommes appelés à définir les concepts. Le premier concept, c'est peut-on. Nous voyons le verbe pouvoir qui implique une possibilité. C'est très important. Une possibilité. Ça ne reste qu'une possibilité. Donc, il est possible que le droit repose sur la force. Cela ne voudrait pas dire que c'est le fondement idéal. C'est la base légitime sur laquelle on doit adosser le droit. Donc, le deuxième concept, c'est le concept de droit. Ici, effectivement, le droit, ici, c'est le pouvoir. Avoir de l'autorité, c'est en quelque sorte, pour parler plus simple, ce qui est permis par opposition à ce qui est défendu. C'est effectivement le licite par opposition à l'illicite. Donc le droit, c'est ce que la loi autorise, c'est ce que les normes consacrent. Donc le droit, effectivement, c'est ce qui est consacré par les lois ou la loi. Et le troisième concept à définir, la force, c'est l'autorité, c'est la puissance physique. Après avoir défini les concepts, vous allez donc reformuler le sujet afin de saisir sa quintessence, saisir le sens même du sujet. On peut le reformuler comme suit. Est-il possible de dire du droit qu'il est l'expression de la force de chaque individu? Est-il possible de dire du droit qu'il repose sur la puissance physique de chaque individu? Et après cette reformulation, nous tombons sur la phase clé, l'élément capital, l'étape fondamentale qui est celle de l'identification du problème. Chers élèves, nombreux sont ceux qui, à cette étape, s'imaginent que le problème, on peut l'inventer. Ou alors, chaque sujet ou chaque élève peut avoir son problème. Non, oh que non. Chaque sujet a un problème qui lui est sous-jacent. Vous êtes appelé à identifier le problème sous-jacent au sujet. Et rappelez-vous, il y a une façon idéale sur laquelle on peut s'appuyer pour dégager le problème. Je vous donne quelques astuces. Chaque fois que vous avez un sujet de dissertation, soulignez d'abord le concept qui a trait à la notion. Dans le cas d'espèce, le concept qui a trait à la notion, c'est le concept de quoi? De droit. Donc le droit ne peut pas vous indiquer le problème. Il est déjà exclu. Nous avons dit peut-on fonder le droit sur la force. Donc il nous reste quoi? Il nous reste peut-on et il nous reste fonder et ensuite force. Le décryptage de ces concepts doit vous conduire à l'identification du problème. Je reprécise encore, le décryptage de ces concepts doit vous conduire à l'identification du problème. Et vous allez vous rendre compte que dans le cas d'espèce, nous parlons de fonder. Peut-on fonder? Est-il possible de faire asseoir le droit sur la force? Donc, le concept qui nous indique le problème ici, c'est le verbe fonder, qui met en relation la possibilité et le concept notion qui est le concept de droit. Donc, nous allons voir donc que ce sujet, évidemment, pose le problème du fondement véritable du droit. Est-il crédible? Est-il légitime de faire reposer, de faire asseoir le droit sur la puissance physique de chaque individu, sur la force, ou alors le droit aurait-il un autre fondement qui se veut plus rationnel, qui se veut plus objectif, qui puisse être capable de préserver ce que l'être humain a de chair, qui n'est autre que sa dignité. Après le problème, vous êtes appelé, toujours au brouillon cette fois-là, toujours au brouillon je précise, vous êtes appelé à formuler la problématique. À formuler la problématique c'est quoi? C'est l'ensemble des questions qu'on pose afin qu'elles nous orientent dans notre tentative de résolution du problème. La problématique, je reprécise encore, ce sont des questions que nous posons afin qu'elles nous
oriente dans notre tentative de résolution du problème. En dissertation philosophique, la problématique tient lieu d'annonce de plan. C'est-à-dire que lorsque vous avez formulé une problématique, il est inutile de venir dire que telles sont les questions qui constitueront l'annonce de quoi. Non, on n'a pas besoin de cela. Vous formulez les questions de manière à ce qu'on perçoive clairement la démarche à suivre, l'approche que vous devez effectivement emprunter ou adopter afin de résoudre le problème. Dans le cas d'espèce, nous avons choisi le plan dialectique, c'est-à-dire que ce n'est même pas un choix en fait, parce que la dissertation philosophique se veut fondamentalement dialectique. Nous avons choisi la démarche qui voudrait que nous posons 3 questions, où chacune des questions indique la partie qui vise à résoudre le problème identifié au préalable. Donc la première question sera celle de la thèse, la seconde, antithèse, et la dernière, évidemment, celle de la synthèse. La première question, pour quelles raisons pouvons-nous dire du droit qu'il peut? J'insiste là-dessus. Pour quelles raisons pouvons-nous dire du droit qu'il peut? On conserve l'esprit de la possibilité pour éviter de faire une déclaration totale. Au risque de rendre inutile notre antithèse, on reste dans la possibilité. Pour quelles raisons pouvons-nous dire du droit qu'il peut reposer sur la force de chaque individu? Ça, c'est la question de la thèse. Elle pouvait se formuler comme suit. Dans quelle mesure est-il possible du droit qu'il repose sur la puissance de chaque individu? En quoi est-il fondé d'affirmer que le droit peut être l'expression de la puissance de chaque individu? Chaque élève y va de la démarche, de l'approche que lui a conseillé ou a proposé son enseignant. La deuxième question, qui est celle de l'antithèse, qui consiste effectivement à remettre en cause la thèse et de montrer qu'il y a possibilité de penser autrement. Et pour éviter qu'on soit dans une forme effectivement de contradiction, je conseille généralement aux élèves de commencer par un postulat pour qu'on s'accorde d'abord avant d'entamer la discussion. S'il est admis, c'est un postulat un peu comme en mathématiques, posons 2x est égal à 3, c'est-à-dire que partout où il y a 2x, on remplace par 3. S'il est admis que le droit nous oblige à respecter la dignité de la personne, voilà le postulat. Accordons-nous à dire que le droit exige respecter la dignité de la personne, voilà le postulat. N'y a-t-il pas lieu de penser qu'il a pour fondement véritable la raison? Ça veut dire que si nous sommes d'accord que le droit nous contraint à respecter la dignité, l'intégrité de chaque individu, on se rend donc compte qu'il ne peut donc pas avoir pour fondement quoi? La force, mais plutôt la raison. Ça, c'est en ce qui concerne l'antithèse. Évidemment, nous allons poser la dernière question, qui est celle de l'antithèse. N'est-il pas plus raisonnable de penser que tout usage du droit de la force n'a de légitimité? N'est-il pas plus raisonnable de penser que tout usage du droit de la force, tout usage du droit de la force n'a de légitimité que s'il vise la justice comme principe rationnel? Donc ça, c'est la question de la synthèse. Chers élèves, chers amis, je vous invite à poursuivre le travail à la maison et sans doute, nous vous reviendrons pour un plan détaillé et une correction intégrale. Merci et à très bientôt.